La promesse. C'était en effet Morel, qui depuis la veille ne vivait plus. Avec cet instinct particulier aux amants et aux mères, il avait deviné qu'il allait, à la suite de ce retour de Madame de Saint-Méran et de la mort du marquis, se passer quelque chose chez Villefort qui intéresserait son amour pour Valentine. Comme on va le voir, ses pressentiments s'étaient réalisés, et ce n'était plus une simple inquiétude qui le conduisait si effaré et si tremblant à la grille des marronniers. Mais Valentine n'était pas prévenue de l'attente de Morel. Ce n'était pas l'heure où il venait ordinairement, et ce fut un pur hasard ou, si l'on aime mieux, une heureuse sympathie qui la conduisit au jardin. Quand elle parut, Morel l'appela. Elle courut à la grille. « Vous, à cette heure » dit-elle. « Oui, ma pauvre amie, répondit Morel. Je viens chercher et apporter de mauvaises nouvelles. »« C'est donc la maison du malheur, dit Valentine. Parlez, Maximilien, mais, en vérité, la somme de douleur est déjà bien suffisante. »« Chère Valentine, dit Morel, essayant de se remettre de sa propre émotion pour parler convenablement, écoutez-moi bien, je vous prie, car tout ce que je vais vous dire est solennel. À quelle époque compte-t-on vous marier ? Écoutez, dit à son tour Valentine, je ne veux rien vous cacher, Maximilien. Ce soir, on a parlé de mon mariage, et ma grand-mère, sur laquelle j'avais compté comme sur un appui qui ne me manquerait pas, non seulement s'est déclarée pour ce mariage, mais encore le désire à tel point que le retour seul de M. d'Épinay le retarde, et que le lendemain de son arrivée, le contrat sera signé. Un pénible soupir ouvrit la poitrine du jeune homme, et il regarda longuement et tristement la fille. « Hélas !» reprit-il à voix basse, « il est affreux d'entendre dire tranquillement par la femme qu'on aime « Le moment de votre supplice est fixé, c'est dans quelques heures qu'il aura lieu. Mais n'importe, il faut que cela soit ainsi, et de ma part, je n'y apporterai aucune opposition. Eh bien, puisque, dites-vous, on n'attend plus que M. d'Épinay pour signer le contrat, puisque vous serez à lui le lendemain de son arrivée, c'est demain que vous serez engagé à M. d'Épinay, car il est arrivé à Paris ce matin. » Valentine poussa un cri. « J'étais chez le comte de Monte Cristo il y a 1 heure, dit Morel. Nous causions, lui de la douleur de votre maison, et moi de votre douleur, quand tout à coup, une voiture roule dans la cour. Écoutez. Jusque-là, je ne croyais pas au pressentiment, Valentine, mais maintenant, il faut bien que j'y croie. Au bruit de cette voiture, un frisson m'a pris. Bientôt, j'ai entendu des pas sur l'escalier. Les pas retentissants du commandeur n'ont pas plus épouvanté Don Juan que ces pas ne m'ont épouvanté. Enfin, la porte s'ouvre. Albert de Morcerf entre le premier, et j'allais douter de moi-même. J'allais croire que je m'étais trompé quand, derrière lui, s'avance un autre jeune homme et que le comte s'est écrié. « Ah, monsieur le baron Franz d'Épinay !» Tout ce que j'ai de force et de courage dans le cœur, je l'ai appelé pour me contenir. Peut-être ai-je pâli, peut-être ai-je tremblé. Mais à coup sûr, je suis resté le sourire sur les lèvres. Mais 5 minutes après, je suis sorti, sans avoir entendu un mot de ce qui s'est dit pendant ces 5 minutes. J'étais anéanti. « Pauvre Maximilien !» murmura Valentine. « Me voilà, Valentine, voyons. Maintenant, répondez-moi comme à un homme à qui votre réponse va donner la mort ou la vie. Que comptez-vous faire ?» Valentine baissa la tête, elle était accablée. « Écoutez, dit Morel, ce n'est pas la première fois que vous pensez à la situation où nous sommes arrivés. Elle est grave, elle est pesante, suprême. Je ne pense pas que ce soit le moment de s'abandonner à une douleur stérile. Cela est bon pour ceux qui veulent souffrir à l'aise et boire leurs larmes à loisir. Il y a des gens comme cela, et Dieu sans doute leur tiendra compte au ciel de leur résignation sur la terre. Mais quiconque se sent la volonté de lutter ne perd pas un temps précieux et rend immédiatement à la fortune le coup qu'il en a reçu. Est-ce votre volonté de lutter contre la mauvaise fortune, Valentine ? Dites, car c'est cela que je viens vous demander. » Valentine tressaillit et regarda Morel avec de grands yeux effrayés, car cette idée de résister à son père, à sa grand-mère, à toute sa famille enfin, ne lui était pas même venue. « Que me dites-vous, Maximilien ? demanda Valentine. « Et qu'appelez-vous une lutte ? Oh, dites un sacrilège, quoi ? Moi, je lutterai contre l'ordre de mon père, contre le vœu de mon aïeule mourante, c'est impossible. » Morel fit un mouvement. « Vous êtes un trop noble cœur pour ne pas me comprendre, et vous me comprenez si bien, cher Maximilien, que je vous vois réduite au silence. Lutter, moi, Dieu m'en préserve, non, non. Je garde toute ma force pour lutter contre moi-même et pour boire mes larmes, comme vous dites. Quant à affliger mon père, quant à troubler les derniers moments de mon aïeul, jamais. » « Vous avez bien raison, » dit flegmatiquement Morel. « Comme vous me dites cela, mon Dieu !» s'écria Valentine blessée. « Je vous dis cela comme un homme qui vous admire, mademoiselle, » reprit Maximilien. « Mademoiselle, s'écria Valentine, « mademoiselle, oh l'égoïste ! Il me voit au désespoir et feint de ne pas me comprendre. Vous vous trompez, et je vous comprends parfaitement au contraire.
Vous ne voulez pas contrarier M. de Villefort, vous ne voulez pas désobéir à la marquise, et demain vous signerez le contrat qui doit vous lier à votre mari. Mais mon Dieu, puis-je donc faire autrement ? Il ne faut pas en appeler à moi, mademoiselle, car je suis un mauvais juge dans cette cause, et mon égoïsme m'aveuglera, répondit Morel, dont la voix sourde et les poings fermés annonçaient l'exaspération croissante. Que m'eussiez-vous donc proposé, Morel, si vous m'aviez trouvé disposé à accepter votre proposition ? Voyons, répondez. Il ne s'agit pas de dire « vous faites mal, il faut me donner un conseil ». Est-ce sérieusement que vous me dites cela, Valentine ? Et dois-je le donner, ce conseil ? Dites. Certainement, cher Maximilien, car s'il est bon, je le suivrai. Vous savez bien que je suis dévoué à vos affections. Valentine, dit Morel, en achevant d'écarter une planche déjà disjointe, donnez-moi votre main en preuve que vous me pardonnez ma colère. C'est que j'ai la tête bouleversée, voyez-vous, et que depuis une heure, les idées les plus insensées ont tour à tour traversé mon esprit. Oh, dans le cas où vous refuseriez mon conseil, eh bien, ce conseil, le voici, Valentine. La jeune fille leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Je suis libre, reprit Maximilien. Je suis assez riche pour nous deux. Je vous jure que vous serez ma femme, avant que mes lèvres se soient posées sur votre front. Vous me faites trembler, dit la jeune fille. Suivez-moi, continua Morel. Je vous conduis chez ma sœur, qui est digne d'être votre sœur. Nous nous embarquerons pour Alger, pour l'Angleterre ou pour l'Amérique. Si vous n'aimez pas mieux nous retirer ensemble dans quelque province où nous attendrons, pour revenir à Paris, que nos amis aient vaincu la résistance de votre famille. Valentine secoua la tête. Je m'y attendais, Maximilien, dit-elle. C'est un conseil d'insensé. Et je serais encore plus insensé que vous si je ne vous arrêtais pas à l'instant avec ce seul mot. Impossible, Morel, impossible. Vous suivrez donc votre fortune, telle que le sort vous la fera, et sans même essayer de la combattre, dit Morel rembruni. Oui, dussé-je en mourir. Eh bien, Valentine, reprit Maximilien, je vous répéterai encore que vous avez raison. En effet, c'est moi qui suis un fou. Et vous me prouvez que la passion aveugle les esprits les plus justes. Merci donc, à vous qui raisonnez sans passion. Soit donc, c'est une chose entendue. Demain, vous serez irrévocablement promise à M. Franz d'Épinay. Non point par cette formalité de théâtre, inventée pour dénouer les pièces de comédie, et qu'on appelle la signature du contrat, mais par votre propre volonté. Encore une fois, vous me désespérez, Maximilien, dit Valentine. Encore une fois, vous retournez le poignard dans la plaie. Que feriez-vous, dites, si votre sœur écoutait un conseil comme celui que vous me donnez ? Mademoiselle, reprit Morel avec un sourire amer, je suis un égoïste, vous l'avez dit, et dans ma qualité d'égoïste, je ne pense pas à ce que feraient les autres dans ma position, mais à ce que je compte faire, moi. Je pense que je vous connais depuis un an, que j'ai mis, du jour où je vous ai connu, toutes mes chances de bonheur sur votre amour. Qu'un jour est venu où vous m'avez dit que vous m'aimiez, que de ce jour j'ai mis toutes mes chances d'avenir sur votre possession. C'était ma vie. Je ne pense plus rien maintenant. Je me dis seulement que les chances ont tourné, que j'avais cru gagner le ciel et que je l'ai perdu. Cela arrive tous les jours qu'un joueur perd non seulement ce qu'il a, mais encore ce qu'il n'a pas. Morel prononça ces mots avec un calme parfait. Valentine le regarda un instant de ses grands yeux scrutateurs, essayant de ne pas laisser pénétrer ceux de Morel jusqu'au trouble qui tourbillonnait déjà au fond de son cœur. « Mais enfin, qu'allez-vous faire » demanda Valentine. « Je vais avoir l'honneur de vous dire adieu, mademoiselle, en attestant Dieu, qui entend mes paroles et qui lit au fond de mon cœur. Que je vous souhaite une vie assez calme, assez heureuse et assez remplie pour qu'il n'y ait pas de place pour mon souvenir. »« Oh » murmura Valentine. « Adieu, Valentine, adieu » dit Morel en s'inclinant. « Où allez-vous » cria en allongeant sa main à travers la grille et en saisissant Maximilien par son habit, la jeune fille qui comprenait, à son agitation intérieure, que le calme de son amant ne pouvait être réel. « Où allez-vous » ? « Je vais m'occuper de ne point apporter un trouble nouveau dans votre famille et donner un exemple que pourront suivre tous les hommes honnêtes et dévoués qui se trouveront dans ma position. Avant de me quitter, dites-moi ce que vous allez faire, Maximilien. » Le jeune homme sourit tristement. « Oh, parlez, parlez, dit Valentine, je vous en prie. » « Votre résolution a-t-elle changé, Valentine ? » ?»« Elle ne peut changer, malheureux, vous le savez bien, » s'écria la jeune fille. « Alors, adieu, Valentine. » Valentine secoua la grille, avec une force dont on l'aurait cru incapable, et comme Morel s'éloignait, elle passa ses deux mains à travers la grille, et les joignant en se tordant les bras. « Qu'allez-vous faire ? Je veux le savoir, s'écria-t-elle. Où allez-vous ? » « Oh, soyez tranquille, dit Maximilien, en s'arrêtant à 3 pas de la porte. Mon intention n'est pas de rendre un autre homme responsable des rigueurs que le sort garde pour moi. Un autre vous menacerait d'aller trouver M. Franz, de le provoquer,
de se battre avec lui, tout cela serait insensé. Qu'a à faire monsieur Franz dans tout cela? Il m'a vu ce matin pour la première fois, il a déjà oublié qu'il m'a vu. Il ne savait même pas que j'existais. Lorsque des conventions faites par vos deux familles ont décidé que vous seriez l'un à l'autre. Je n'ai donc point à faire à monsieur Franz, et, je vous le jure, je ne m'en prendrai point à lui. Mais à qui vous en prendrez-vous? À moi? À vous, Valentine? Oh, Dieu m'en garde. La femme est sacrée, la femme qu'on aime est sainte. À vous-même alors, malheureux, à vous-même. C'est moi le coupable, n'est-ce pas? Dit Morel. Maximilien, dit Valentine, Maximilien, venez ici, je le veux. Maximilien se rapprocha avec son doux sourire, et, n'était sa pâleur, on eût pu le croire dans son état ordinaire. Écoutez-moi, ma chère, mon adorée Valentine, dit-il de sa voix mélodieuse et grave. Les gens comme nous, qui n'ont jamais formé une pensée, ont-ils eu à rougir devant le monde, devant leurs parents et devant Dieu? Les gens comme nous peuvent lire dans le cœur, l'un de l'autre, à livre ouvert. Je n'ai jamais fait de roman, je ne suis pas un héros mélancolique, je ne me pose ni en Manfred ni en Antony. Mais sans parole, sans protestation, sans serment, j'ai mis ma vie en vous. Vous me manquez, et vous avez raison d'agir ainsi. Je vous l'ai dit et je vous le répète, mais enfin, vous me manquez et ma vie est perdue. Du moment où vous vous éloignez de moi, Valentine, je reste seul au monde. Ma sœur est heureuse près de son mari. Son mari n'est que mon beau-frère, c'est-à-dire un homme que les conventions sociales attachent seul à moi. Personne n'a donc besoin sur la terre de mon existence devenue inutile. Voilà ce que je ferai. J'attendrai jusqu'à la dernière seconde que vous soyez mariés, car je ne veux pas perdre l'ombre d'une de ces chances inattendues que nous garde quelquefois le hasard, car enfin, d'ici là, M. Franz d'Épinay peut mourir. Au moment où vous vous en approcherez, la foudre peut tomber sur l'autel, tout semble croyable au condamné à mort. Et pour lui, les miracles rentrent dans la classe du possible dès qu'il s'agit du salut de sa vie. J'attendrai donc, dis-je, jusqu'au dernier moment. Et quand mon malheur sera certain, sans remède, sans espérance, j'écrirai une lettre confidentielle à mon beau-frère, une autre lettre au préfet de police pour leur donner avis de mon dessein, et au coin de quelques bois, sur le revers de quelques fossés, au bord de quelques rivières, je me ferai sauter la cervelle, aussi vrai que je suis le fils du plus honnête homme qui ait jamais vécu en France. Un tremblement convulsif agita les membres de Valentine. Elle lâcha la grille qu'elle tenait de ses deux mains, ses bras retombèrent à ses côtés, et deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. Le jeune homme demeura devant elle, sombre, irrésolu. « Oh, par pitié, dit-elle. Vous vivrez, n'est-ce pas ?»« Non, sur mon honneur, dit Maximilien. Mais que vous importe à vous? Vous aurez fait votre devoir, et votre conscience vous restera. » Valentine tomba à genoux, en étreignant son cœur qui se brisait. « Maximilien, dit-elle. Maximilien, mon ami, mon frère sur la terre, mon véritable époux au ciel, je t'en prie. Fais comme moi, vis avec la souffrance. Un jour peut-être nous serons réunis. »« Adieu, Valentine, répéta Morel. Mon Dieu, dit Valentine, en levant ses deux mains au ciel avec une expression sublime. Vous voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester fille soumise. J'ai prié, supplié, imploré. Il n'a écouté ni mes prières, ni mes supplications, ni mes pleurs. Eh bien, continua-t-elle en essuyant ses larmes et en reprenant sa fermeté, eh bien, je ne veux pas mourir de remords, j'aime mieux mourir de honte. Vous vivrez, Maximilien, et je ne serai à personne qu'à vous. À quelle heure, à quel moment? Est-ce tout de suite? Parlez, ordonnez, je suis prête. Morel, qui avait de nouveau fait quelques pas pour s'éloigner, était revenu de nouveau, et pâle de joie, le cœur épanoui, tendant à travers la grille ses deux mains à Valentine. « Valentine, dit-il, chère amie, ce n'est point ainsi qu'il faut me parler, ou sinon il faut me laisser mourir. Pourquoi donc vous devrais-je à la violence? Si vous m'aimez comme je vous aime, me forcez-vous à vivre par humanité, voilà tout. En ce cas, j'aime mieux mourir. »« Au fait, murmura Valentine, qu'est-ce qui m'aime au monde, lui? Qui m'a consolé de toutes mes douleurs, lui? Sur qui reposent mes espérances, sur qui s'arrête ma vue égarée, sur qui repose mon cœur saignant, sur lui, lui, toujours lui. Eh bien, tu as raison à ton tour, Maximilien. Je te suivrai, je quitterai la maison paternelle, tout. Oh, ingrate que je suis, s'écria Valentine en sanglotant. Tout, même mon bon grand-père que j'oubliais. Non, dit Maximilien, tu ne le quitteras pas. Monsieur Noirtier a paru éprouver, dis-tu, de la sympathie pour moi. Eh bien, avant de fuir, tu lui diras tout. Tu te feras une égide devant Dieu de son consentement, puis, aussitôt marié, il viendra avec nous. Au lieu d'un enfant, il en aura deux. Tu m'as dit comment il te parlait et comment tu lui répondais. J'apprendrai bien vite cette langue touchante des signes, va, Valentine. Oh, je te le jure, au lieu du désespoir qui nous attend, c'est le bonheur que je te promets. Oh, regarde, Maximilien, quelle est ta puissance sur moi.
Tu me fais presque croire à ce que tu dis, et cependant, ce que tu me dis est insensé, car mon père me maudira, lui. Car je le connais, lui, le cœur inflexible, jamais il ne pardonnera. Aussi, écoutez-moi, Maximilien, si par artifice, par prière, par accident, que sais-je, moi, si enfin par un moyen quelconque je puis retarder le mariage, vous attendrez, n'est-ce pas? Oui, je le jure, comme vous me jurez, vous, que cet affreux mariage ne se fera jamais, et que, vous traîna-t-on devant le magistrat, devant le prêtre, vous direz non. Je le jure, Maximilien, par ce que j'ai de plus sacré au monde, par ma mère. Attendons alors, dit Morel. Oui, attendons, reprit Valentine, qui respirait à ce mot. Il y a tant de choses qui peuvent sauver des malheureux comme nous. Je me fie à vous, Valentine, dit Morel. Tout ce que vous ferez sera bien fait. Seulement, si l'on passe outre à vos prières, si votre père, si Madame de Saint-Méran exige que M. d'Épinay soit appelé demain à signer le contrat, alors vous avez ma parole, Morel. Au lieu de signer, je viens vous rejoindre et nous fuyons. Mais d'ici là, ne tentons pas Dieu, Morel. Ne nous voyons pas, c'est un miracle, c'est une providence que nous n'ayons pas encore été surpris. Si nous étions surpris, si l'on savait comment nous nous voyons, nous n'aurions plus aucune ressource. Vous avez raison, Valentine, mais comment savoir? Par le notaire, M. Deschamps. Je le connais. Et par moi-même, je vous écrirai, croyez-le donc bien. Mon Dieu, ce mariage, Maximilien, m'est aussi odieux qu'à vous. Bien, bien. Merci, ma Valentine adorée, reprit Morel. Alors tout est dit. Une fois que je sais l'heure, j'accours ici. Vous franchissez ce mur dans mes bras. La chose vous sera facile. Une voiture vous attendra à la porte de l'enclos. Vous y montez avec moi. Je vous conduis chez ma sœur. Là, inconnu si cela vous convient, faisant éclat si vous le désirez, nous aurons la conscience de notre force et de notre volonté, et nous ne nous laisserons pas égorger comme l'agneau qui ne se défend qu'avec ses soupirs. Soit, dit Valentine. À votre tour, je vous dirai, Maximilien, ce que vous ferez sera bien fait. Oh. Eh bien, êtes-vous content de votre femme? Dit tristement la jeune fille. Ma Valentine adorée, c'est bien peu que dire oui. Dites toujours. Valentine s'était approchée, ou plutôt avait approché ses lèvres de la grille, et ses paroles glissaient, avec son souffle parfumé jusqu'aux lèvres de Morel, qui collait sa bouche de l'autre côté de la froide et inexorable clôture. Au revoir, dit Valentine, s'arrachant à ce bonheur. Au revoir. J'aurai une lettre de vous? Oui. Merci, chère femme, au revoir. Le bruit d'un baiser innocent et perdu retentit, et Valentine s'enfuit sous les tilleuls. Morel écouta les derniers bruits de sa robe, frôlant les charmilles, de ses pieds faisant crier le sable, leva les yeux au ciel avec un ineffable sourire pour remercier le ciel de ce qu'il permettait qu'il fût aimé ainsi, et disparut à son tour. Le jeune homme rentra chez lui et attendit pendant tout le reste de la soirée et pendant toute la journée du lendemain sans rien recevoir. Enfin, ce ne fut que le surlendemain, vers 10 heures du matin, comme il allait s'acheminer vers M. Deschamps, notaire, qu'il reçut par la poste un petit billet qu'il reconnut pour être de Valentine, quoiqu'il n'eût jamais vu son écriture. Il était conçu en ces termes. Larmes, supplications, prières n'ont rien fait. Hier, pendant 2 heures, j'ai été à l'église Saint-Philippe du Roule, et pendant 2 heures, j'ai prié Dieu du fond de l'âme. Dieu est insensible comme les hommes, et la signature du contrat est fixée à ce soir, 9 heures. Je n'ai qu'une parole, comme je n'ai qu'un cœur. Morel, et cette parole vous est engagée, ce cœur est à vous. Ce soir donc, à 9h moins un quart, à la grille. Votre femme, Valentine de Villefort. PS, ma pauvre grand-mère va de plus en plus mal. Hier, son exaltation est devenue du délire. Aujourd'hui, son délire est presque de la folie. Vous m'aimerez bien, n'est-ce pas, Morel, pour me faire oublier que je l'aurais quittée en cet état. Je crois que l'on cache à grand-papa Noirtier que la signature du contrat doit avoir lieu ce soir. Morel ne se borna pas aux renseignements que lui donnait Valentine. Il alla chez le notaire qui lui confirma la nouvelle que la signature du contrat était pour 9 heures du soir. Puis il passa chez Monte Cristo. Ce fut encore là qu'il en sut le plus. Franz était venu lui annoncer cette solennité. De son côté, Madame de Villefort avait écrit au comte pour le prier de l'excuser si elle ne l'invitait point. Mais la mort de M. de Saint-Méran et l'état où se trouvait la veuve jetaient sur cette réunion un voile de tristesse dont elle ne voulait pas assombrir le front du comte, auquel elle souhaitait toutes sortes de bonheur. La veille, Franz avait été présenté à Madame de Saint-Méran, qui avait quitté le lit pour cette présentation, et qui s'y était remise aussitôt. Morel, la chose est facile à comprendre, était dans un état d'agitation, qui ne pouvait échapper à un œil aussi perçant que l'était l'œil du comte. Aussi, Monte Cristo fut-il pour lui plus affectueux que jamais, si affectueux que 2 ou 3 fois, Maximilien fut sur le point de tout lui dire. Mais il se rappela la promesse formelle donnée à Valentine,
et son secret resta au fond de son cœur. Le jeune homme relut 20 fois dans la journée la lettre de Valentine. C'était la première fois qu'elle lui écrivait, et à quelle occasion? À chaque fois qu'il relisait cette lettre, Maximilien se renouvelait à lui-même le serment de rendre Valentine heureuse. En effet, quelle autorité n'a pas la jeune fille qui prend une résolution si courageuse? Quel dévouement ne mérite-t-elle pas de la part de celui à qui elle a tout sacrifié? Comment elle doit être réellement, pour son amant, le premier et le plus digne objet de son culte? C'est à la fois la reine et la femme, et l'on n'a point assez d'une âme pour la remercier et l'aimer. Morel songeait avec une agitation inexprimable à ce moment où Valentine arriverait, en disant « Me voici, Maximilien, prenez-moi ». Il avait organisé toute cette fuite. 2 échelles avaient été cachées dans la luzerne du clos. Un cabriolet, que devait conduire Maximilien lui-même, attendait. Pas de domestique, pas de lumière. Au détour de la première rue, on allumerait des lanternes, car il ne fallait point, par un surcroît de précaution, tomber entre les mains de la police. De temps en temps, des frissonnements passaient. Par tout le corps de Morel, il songeait au moment où, du fait de ce mur, il protégerait la descente de Valentine, et où il sentirait, tremblante et abandonnée dans ses bras, celle dont il n'avait jamais pressé que la main et baisé que le bout du doigt. Mais quand vint l'après-midi, quand Morel sentit l'heure s'approcher, il éprouva le besoin d'être seul, son sang bouillait. Les simples questions, la seule voix d'un ami, l'eussent irrité. Il se renferma chez lui, essayant de lire, mais son regard glissa sur les pages sans y rien comprendre, et il finit par jeter son livre, pour en revenir à dessiner, pour la 2e fois, son plan, ses échelles et son clos. Mais l'heure s'approcha. Jamais homme bien amoureux n'a laissé les horloges faire paisiblement leur chemin. Morel tourmenta si bien les siennes, qu'elles finirent par marquer 8h30 à 6h. Il se dit alors qu'il était temps de partir, que 9h était bien effectivement l'heure de la signature du contrat, mais que, selon toute probabilité, Valentine n'attendrait pas cette signature inutile. En conséquence, Morel, après être parti de la rue Meslay, à 8h30 à sa pendule, entrait dans le clos comme 8h sonnèrent à Saint-Philippe-du-Roule. Le cheval et le cabriolet furent cachés derrière une petite masure en ruine, dans laquelle Morel avait l'habitude de se cacher. Peu à peu, le jour tomba, et les feuillages du jardin se massèrent en grosses touffes d'un noir opaque. Alors, Morel sortit de la cachette et vint regarder, le cœur palpitant, au trou de la grille. Il n'y avait encore personne. 8h30 sonnèrent. Une demi-heure s'écoula à attendre. Morel se promenait de long en large, puis, à des intervalles toujours plus rapprochés, venait appliquer son œil aux planches. Le jardin s'assombrissait de plus en plus, mais dans l'obscurité, on cherchait vainement la robe blanche. Dans le silence, on écoutait inutilement le bruit des pas. La maison qu'on apercevait à travers les feuillages restait sombre, et ne présentait aucun des caractères d'une maison qui s'ouvre pour un événement aussi important que l'est une signature du contrat de mariage. Morel consulta sa montre, qui sonna 9h03. Mais presque aussitôt, cette même voix de l'horloge, déjà entendue 2 ou 3 fois, rectifia l'erreur de la montre en sonnant 9h30. C'était déjà une demi-heure d'attente, de plus que Valentine n'avait fixé elle-même. Elle avait dit 9h, même plutôt avant qu'après. Ce fut le moment le plus terrible pour le cœur du jeune homme, sur lequel chaque seconde tombait comme un marteau de plomb. Le plus faible bruit du feuillage, le moindre cri du vent, appelait son oreille et faisait monter la sueur à son front. Alors, tout frissonnant, il assujettissait son échelle et, pour ne pas perdre de temps, posait le pied sur le premier échelon. Au milieu de ces alternatives de crainte et d'espoir, au milieu de ces dilatations et de ces serrements de cœur, 10h sonnèrent à l'église. « Oh » murmura Maximilien avec terreur, « il est impossible que la signature d'un contrat dure aussi longtemps. À moins d'événements imprévus. J'ai pesé toutes les chances. Quel qu'il ait le temps, que durent toutes les formalités, il s'est passé quelque chose. » Et alors, tantôt il se promenait avec agitation devant la grille, tantôt il revenait appuyer son front brûlant sur le fer glacé. Valentine s'était-elle évanouie après le contrat? Ou Valentine avait-elle été arrêtée dans sa fuite? C'étaient là les 2 seules hypothèses où le jeune homme pouvait s'arrêter, toutes 2 désespérantes. L'idée à laquelle il s'arrêta fut qu'au milieu de sa fuite même, la force avait manqué à Valentine et qu'elle était tombée évanouie au milieu de quelque allée. « Oh, s'il en est ainsi, s'écria-t-il, en s'élançant au haut de l'échelle, je la perdrai et par ma faute. » Le démon qui lui avait soufflé cette pensée ne le quitta plus, et bourdonna à son oreille, avec cette persistance qui fait que certains doutes, au bout d'un instant, par la force du raisonnement, deviennent des convictions.
Ses yeux, qui cherchaient à percer l'obscurité croissante, croyaient sous la sombre allée apercevoir un objet gisant. Morel se hasarda jusqu'à appeler, et il lui sembla que le vent apportait jusqu'à lui une plainte inarticulée. Enfin, la demie avait sonné à son tour. Il était impossible de se contenir plus longtemps. Tout était supposable. Les tempes de Maximilien battaient avec force. Des nuages passaient devant ses yeux. Il enjamba le mur et sauta de l'autre côté. Il était chez Villefort. Il venait d'y entrer par escalade. Il songea aux suites que pouvait avoir une pareille action. Mais il n'était pas venu jusque-là pour reculer. En un instant, il fut à l'extrémité de ce massif. Du point où il était parvenu, on découvrait la maison. Alors, Morel s'assura d'une chose, qu'il avait déjà soupçonnée, en essayant de glisser son regard à travers les arbres. C'est qu'au lieu des lumières qu'il pensait voir briller à chaque fenêtre, ainsi qu'il est naturel au jour de cérémonie, il ne vit que la masse grise et voilée encore par un grand rideau d'ombre que projetait un nuage immense répandu sur la lune. Une lumière courait de temps en temps comme éperdue et passait devant 3 fenêtres du premier étage. Ces 3 fenêtres étaient celles de l'appartement de Madame de Saint-Méran. Une autre lumière restait immobile derrière des rideaux rouges. Ces rideaux étaient ceux de la chambre à coucher de Madame de Villefort. Morel devina tout cela. Tant de fois, pour suivre Valentine en pensée à toute heure du jour, tant de fois, disons-nous, il s'était fait faire le plan de cette maison que, sans l'avoir vue, il la connaissait. Le jeune homme fut encore plus épouvanté de cette obscurité et de ce silence qu'il ne l'avait été de l'absence de Valentine. Éperdu, fou de douleur, décidé à tout braver pour revoir Valentine et s'assurer du malheur qu'il pressentait, quel qu'il fût, Morel gagna la lisière du massif et s'apprêta à traverser le plus rapidement possible le parterre, complètement découvert, quand un son de voix encore assez éloigné, mais que le vent lui apportait, parvint jusqu'à lui. À ce bruit, il fit un pas en arrière. Déjà à moitié sorti du feuillage, il s'y enfonça complètement et demeura immobile et muet, enfoui dans son obscurité. Sa résolution était prise. Si c'était Valentine seule, il l'avertirait par un mot au passage. Si Valentine était accompagnée, il la verrait au moins, et s'assurerait qu'il ne lui était arrivé aucun malheur. Si c'étaient des étrangers, il saisirait quelques mots de leur conversation et arriverait à comprendre ce mystère incompréhensible jusque-là. La lune alors sortit du nuage qui la cachait, et sur la porte du perron, Morel vit apparaître Villefort, suivi d'un homme vêtu de noir. Ils descendirent les marches et s'avancèrent vers le massif. Il n'avait pas fait 4 pas que, dans cet homme vêtu de noir, Morel avait reconnu le docteur d'Avrigny. Le jeune homme, en les voyant venir à lui, recula machinalement devant eux, jusqu'à ce qu'il rencontrât le tronc d'un sycomore qui faisait le centre d'un massif. Là, il fut forcé de s'arrêter. Bientôt, le sable cessa de crier sous les pas des 2 promeneurs. « Ah, cher docteur, dit le procureur du roi, voici le ciel qui se déclare décidément contre notre maison. Quelle horrible mort, quel coup de foudre! N'essayez pas de me consoler, hélas, la plaie est trop vive et trop profonde. Morte, morte !» Une sueur froide glaça le front du jeune homme et fit claquer ses dents. Qui donc était cette mort dans cette maison que Villefort lui-même disait maudite ? « Mon cher monsieur de Villefort, répondit le médecin, avec un accent qui redoubla la terreur du jeune homme, je ne vous ai point amené ici pour vous consoler, tout au contraire. Que voulez-vous dire ? Demanda le procureur du roi effrayé. Je veux dire que derrière le malheur qui vient de vous arriver, il en est un autre plus grand encore peut-être. Oh mon Dieu, murmura Villefort en joignant les mains. Qu'allez-vous me dire encore ? Sommes-nous bien seuls, mon ami ? Oh oui, bien seuls. Mais que signifient toutes ces précautions ? Elles signifient que j'ai une confidence terrible à vous faire, dit le docteur. Asseyons-nous. Villefort tomba plutôt qu'il ne s'assit sur un banc. Le docteur resta debout devant lui, une main posée sur son épaule. Morel, glacé d'effroi, tenait d'une main son front, de l'autre comprimait son cœur, dont il craignait qu'on entendît les battements. « Morte, morte !» répétait-il dans sa pensée avec la voix de son cœur, et lui-même se sentait mourir. « Parlez, docteur, j'écoute, dit Villefort. Frappé, je suis préparé à tout. Madame de Saint-Méran était bien âgée sans doute, mais elle jouissait d'une santé excellente. Morel respira pour la première fois depuis 10 minutes. Le chagrin l'a tué, dit Villefort. Oui, le chagrin, docteur, cette habitude de vivre depuis 40 ans près du marquis. Ce n'est pas le chagrin, mon cher Villefort, dit le docteur. Le chagrin peut tuer, quoique les cas soient rares, mais il ne tue pas en un jour, mais il ne tue pas en 1 heure, mais il ne tue pas en 10 minutes. Villefort ne répondit rien. Seulement, il leva la tête qu'il avait tenue baissée jusque-là et regarda le docteur avec des yeux effarés. « Vous êtes resté là pendant l'agonie ?» demanda M. d'Avrigny. « Sans doute, répondit le procureur du roi. Vous m'avez dit tout bas de ne pas m'éloigner.
Avez-vous remarqué les symptômes du mal auquel Madame de Saint-Méran a succombé ? Certainement. Madame de Saint-Méran a eu 3 attaques successives à quelques minutes les unes des autres, et à chaque fois plus rapprochées et plus graves. Lorsque vous êtes arrivé, déjà depuis quelques minutes, Madame de Saint-Méran était haletante. Elle eut alors une crise que je pris pour une simple attaque de nerfs. Mais je ne commençai à m'effrayer réellement que lorsque je la vis se soulever sur son lit, les membres et le cou tendus. Alors, à votre visage, je compris que la chose était plus grave que je ne le croyais. La crise passée, je cherchais vos yeux, mais je ne les rencontrais pas. Vous teniez le pouls, vous en comptiez les battements, et la seconde crise parut, que vous ne vous étiez pas encore retourné de mon côté. Cette seconde crise fut plus terrible que la première. Les mêmes mouvements nerveux se reproduisirent, et la bouche se contracta et devint violette. À la 3e, elle expira. Déjà, depuis la fin de la première, j'avais reconnu le tétanos. Vous me confirmâtes dans cette opinion. Oui, devant tout le monde, reprit le docteur. Mais maintenant nous sommes seuls. Qu'allez-vous me dire, mon Dieu ? Que les symptômes du tétanos et de l'empoisonnement par les matières végétales sont absolument les mêmes. Monsieur Villefort se dressa sur ses pieds. Puis, après un instant d'immobilité et de silence, il retomba sur son banc. « Oh mon Dieu, docteur, dit-il, songez-vous bien à ce que vous me dites là ?» Morel ne savait pas s'il faisait un rêve ou s'il veillait. « Écoutez, dit le docteur, je connais l'importance de ma déclaration et le caractère de l'homme à qui je la fais. Est-ce au magistrat ou à l'ami que vous parlez ? Demanda Villefort. À l'ami seul en ce moment. Les rapports entre les symptômes du tétanos et les symptômes de l'empoisonnement par les substances végétales sont tellement identiques que s'il me fallait signer ce que je dis là, je vous déclare que j'hésiterais. Aussi, je vous le répète, ce n'est point au magistrat que je m'adresse, c'est à l'ami. Eh bien, à l'ami, je dis, pendant les 3 quarts d'heure qu'elle a duré, j'ai étudié l'agonie, les convulsions, la mort de Madame de Saint-Méran. Eh bien, dans ma conviction, non seulement Madame de Saint-Méran est morte empoisonnée, mais encore, je dirais quel poison l'a tuée. Monsieur, tout y est, voyez-vous. Somnolence interrompue par des crises nerveuses, surexcitation du cerveau, torpeur des centres. Madame de Saint-Méran a succombé à une dose violente de brucine ou de strychnine, que par hasard sans doute, que par erreur peut-être, on lui a administré. Villefort saisit la main du docteur. « Oh, c'est impossible, dit-il, je rêve, mon Dieu, je rêve. C'est effroyable d'entendre dire des choses pareilles à un homme comme vous. Au nom du ciel, je vous en supplie, cher docteur, dites-moi que vous pouvez vous tromper. Sans doute, je le puis, mais je ne le crois pas. Docteur, prenez pitié de moi. Depuis quelques jours, il m'arrive tant de choses inouïes que je crois à la possibilité de devenir fou. Un autre que moi a-t-il vu Madame de Saint-Méran ? Personne. A-t-on envoyé chez le pharmacien quelque ordonnance qu'on ne m'ait pas soumise ? Aucune. Madame de Saint-Méran avait-elle des ennemis ? Je ne lui en connais pas. Quelqu'un avait-il intérêt à sa mort ? Mais non, mon Dieu, mais non. Ma fille est la seule héritière, Valentine seule. Oh, si une pareille pensée me pouvait venir, je me poignarderais pour punir mon cœur d'avoir pu un seul instant abriter une pareille pensée. Oh, s'écria à son tour M. d'Avrigny. Cher ami, à Dieu ne plaise que j'accuse quelqu'un, je ne parle que d'un accident, comprenez-vous bien, d'une erreur. Mais accident ou erreur, le fait est là qui parle tout bas à ma conscience et qui veut que ma conscience vous parle tout haut. Informez-vous. À qui, comment, de quoi ? Voyons, Barrois, le vieux domestique, ne se serait-il point trompé et n'aurait-il pas donné à Madame de Saint-Méran quelques potions préparées pour son maître ? Pour mon père ? Oui. Mais comment une potion préparée pour Monsieur Noirtier peut-elle empoisonner Madame de Saint-Méran ? Rien de plus simple. Vous savez que dans certaines maladies, les poisons deviennent un remède. La paralysie est une de ces maladies-là. À peu près depuis 3 mois, par exemple, après avoir tout employé pour rendre le mouvement et la parole à Monsieur Noirtier, je me suis décidé à tenter un dernier moyen. Depuis 3 mois, dis-je, je le traite par la brucine. Ainsi, dans la dernière potion que j'ai commandée pour lui, il en entrait 6 centigrammes. 6 centigrammes, sans action sur les organes paralysés de Monsieur Noirtier, et auxquels d'ailleurs il s'est accoutumé par des doses successives. 6 centigrammes suffisent pour tuer toute autre personne que lui. Mon cher docteur, il n'y a aucune communication entre l'appartement de Monsieur Noirtier et celui de Madame de Saint-Méran, et jamais Barrois n'entrait chez ma belle-mère. Enfin, vous le dirai-je, docteur, quoique je vous sache l'homme le plus habile et surtout le plus consciencieux du monde, quoiqu'en toute circonstance votre parole soit pour moi un flambeau qui me guide, à l'égal de la lumière du soleil, eh bien, docteur, j'ai besoin, malgré cette conviction, de m'appuyer sur cet axiome, errare humanum est. Écoutez, Villefort, dit le docteur, existe-t-il un de mes confrères en qui vous ayez autant de confiance qu'en moi ? Pourquoi cela dites ? Où voulez-vous en venir ? Appelez-le. Je lui dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, nous ferons l'autopsie.
Et vous trouverez des traces de poison. Non, pas du poison, je n'ai pas dit cela. Mais nous constaterons l'exaspération du système nerveux. Nous reconnaîtrons l'asphyxie patente, l'incontestable, et nous vous dirons, cher Villefort, si c'est par négligence que la chose est arrivée, veillez sur vos serviteurs. Si c'est par haine, veillez sur vos ennemis. Oh mon Dieu, que me proposez-vous là d'Avrigny ? Répondit Villefort abattu. Du moment où il y aura un autre que vous dans le secret, une enquête deviendra nécessaire, et une enquête chez moi impossible. Pourtant, continua le procureur du roi, en se reprenant et en regardant le médecin avec inquiétude, pourtant, si vous le voulez, si vous l'exigez absolument, je le ferai. En effet, peut-être dois-je donner suite à cette affaire. Mon caractère me le commande, mais, docteur, vous me voyez d'avance pénétré de tristesse. Introduire dans ma maison tant de scandales après tant de douleurs. Oh, ma femme et ma fille en mourront, et moi, docteur, vous le savez, un homme n'en arrive pas où j'en suis. Un homme n'a pas été procureur du roi 25 ans sans s'être amassé bon nombre d'ennemis. Les miens sont nombreux, cette affaire ébruitée sera pour eux un triomphe, qui les fera tressaillir de joie, et moi me couvrira de honte. Docteur, pardonnez-moi ces idées mondaines, si vous étiez un prêtre, je n'oserais pas vous dire cela. Mais vous êtes un homme, mais vous connaissez les autres hommes. Docteur, docteur, vous ne m'avez rien dit, n'est-ce pas ? Mon cher monsieur de Villefort, répondit le docteur ébranlé, mon premier devoir est l'humanité. J'eusse sauvé madame de Saint-Méran si la science eût eu le pouvoir de le faire. Mais elle est morte, je me dois aux vivants. Ensevelissons au plus profond de nos cœurs ce terrible secret. Je permettrai, si les yeux de quelques-uns s'ouvrent là-dessus, qu'on impute à mon ignorance le silence que j'aurais gardé. Cependant, monsieur, cherchez toujours. Cherchez activement, car peut-être cela ne s'arrêtera-t-il point là. Et quand vous aurez trouvé le coupable, si vous le trouvez, c'est moi qui vous dirai, vous êtes magistrat, faites ce que vous voudrez. Oh, merci, merci, docteur, dit Villefort avec une joie indicible. Je n'ai jamais eu de meilleur ami que vous. Et comme s'il eût craint que le docteur d'Avrigny ne revînt sur cette concession, il se leva et entraîna le docteur du côté de la maison. Ils s'éloignèrent. Morel, comme s'il eût eu besoin de respirer, sortit sa tête du taillis, et la lune éclaira ce visage si pâle qu'on eût pu le prendre pour un fantôme. Dieu me protège d'une manifeste mais terrible façon, dit-il. Mais Valentine, Valentine, pauvre amie, résistera-t-elle à tant de douleurs ? En disant ces mots, il regardait alternativement la fenêtre au rideau rouge et les 3 fenêtres au rideau blanc. La lumière avait presque complètement disparu de la fenêtre au rideau rouge. Sans doute madame de Villefort venait d'éteindre sa lampe, et la veilleuse seule envoyait son reflet aux vitres. À l'extrémité du bâtiment, au contraire, il vit s'ouvrir une des 3 fenêtres au rideau blanc. Une bougie placée sur la cheminée jeta au dehors quelques rayons de sa pâle lumière, et une ombre vint un instant s'accouder au balcon. Morel frissonna. Il lui semblait avoir entendu un sanglot. Il n'était pas étonnant que cette âme ordinairement si courageuse et si forte, maintenant troublée et exaltée par les 2 plus fortes des passions humaines, l'amour et la peur, se fût affaiblie au point de subir des hallucinations superstitieuses. Quoiqu'il fût impossible, caché comme il l'était, que l'œil de Valentine le distinguât, il crut se voir appelé par l'ombre de la fenêtre. Son esprit troublé le lui disait, son cœur ardent le lui répétait. Cette double erreur devenait une fatalité irrésistible, et par un de ces incompréhensibles élans de jeunesse, il bondit hors de sa cachette. Et en 2 enjambées, au risque d'être vu, au risque d'effrayer Valentine, au risque de donner l'éveil par quelque cri involontaire échappé à la jeune fille, il franchit ce parterre que la lune faisait large et blanc comme un lac, et, gagnant la rangée de caisses d'orangers qui s'étendait devant la maison, il atteignit les marches du perron. Il monta rapidement et poussa la porte, qui s'ouvrit sans résistance devant lui. Valentine ne l'avait pas vu. Ses yeux levés au ciel suivaient un nuage d'argent glissant sur l'azur, et dont la forme était celle d'une ombre qui monte au ciel. Son esprit poétique et exalté lui disait que c'était l'âme de sa grand-mère. Cependant, Morel avait traversé l'antichambre et trouvé la rampe de l'escalier. Des tapis étendus sur les marches assourdissaient son pas. D'ailleurs, Morel en était arrivé à ce point d'exaltation que la présence de M. Villefort lui-même ne l'eût pas effrayé. Si M. de Villefort se fût présenté à sa vue, sa résolution était prise. Il s'approchait de lui et lui avouait tout, en le priant d'excuser et d'approuver cet amour qui l'unissait à sa fille, et sa fille à lui. Morel était fou. Par bonheur, il ne vit personne. Ce fut alors, surtout, que cette connaissance qu'il avait prise par Valentine du plan intérieur de la maison lui servit. Il arriva sans accident au haut de l'escalier, et, comme arrivé là, il s'orientait. Un sanglot dont il reconnut l'expression lui indiqua le chemin qu'il avait à suivre. Il se retourna. Une porte entrebâillée,
laissait arriver à lui le reflet d'une lumière et le son de la voix gémissante. Il poussa cette porte et entra. Au fond d'une alcôve, sous le drap blanc qui recouvrait sa tête et dessinait sa forme, gisait la morte, plus effrayante encore aux yeux de Morel depuis la révélation du secret dont le hasard l'avait fait possesseur. À côté du lit, à genoux, la tête ensevelie dans les coussins d'une large bergère, Valentine, frissonnante et secouée par les sanglots, étendait au-dessus de sa tête qu'on ne voyait pas ses deux mains jointes et roidies. Elle avait quitté la fenêtre restée ouverte et priait tout haut avec des accents qui eussent touché le cœur le plus insensible. La parole s'échappait de ses lèvres, rapide, incohérente, inintelligible, tant la douleur serrait sa gorge de ses brûlantes étreintes. La lune, glissant à travers l'ouverture des persiennes, faisait pâlir la lueur de la bougie et azurait de ses teintes funèbres ce tableau de désolation. Morel ne put résister à ce spectacle. Il n'était pas d'une piété exemplaire, il n'était pas facile à impressionner, mais Valentine, souffrant, pleurant, se tordant les bras à sa vue, c'était plus qu'il n'en pouvait supporter en silence. Il poussa un soupir, murmura un nom, et la tête noyée dans les pleurs et marbrée sur le velours du fauteuil, une tête de Madeleine du Corrège se releva et demeura tournée vers lui. Valentine le vit, et ne témoigna point d'étonnement. Il n'y a plus d'émotion intermédiaire dans un cœur gonflé par un désespoir suprême. Morel tendit la main à son amie. Valentine, pour toute excuse de ce qu'elle n'avait point été le trouver, lui montra le cadavre gisant sous le drap funèbre, et recommença à sangloter. Ni l'un ni l'autre n'osait parler dans cette chambre. Chacun hésitait à rompre ce silence que semblait commander la mort, debout dans quelque coin et le doigt sur les lèvres. Enfin, Valentine osa la première. « Ami, dit-elle, comment êtes-vous ici ? Hélas, je vous dirais, soyez le bienvenu, si ce n'était pas la mort qui vous eût ouvert la porte de cette maison. » « Valentine, dit Morel d'une voix tremblante et les mains jointes, j'étais là depuis 8h30. Je ne vous voyais point venir, l'inquiétude m'a pris, j'ai sauté par-dessus le mur, j'ai pénétré dans le jardin. Alors des voix qui s'entretenaient du fatal accident. »« Quelle voix ? Demanda Valentine. Morel frémit, car toute la conversation du docteur et de M. de Villefort lui revint à l'esprit, et à travers le drap, il croyait voir ses bras tordus, ce cou roidi, ses lèvres violettes. « Des voix de vos domestiques, dit-il, m'ont tout appris. »« Mais venir jusqu'ici, c'est nous perdre, mon ami, dit Valentine, sans effroi et sans colère. »« Pardonnez-moi, répondit Morel du même ton, je vais me retirer. »« Non, dit Valentine, on vous rencontrerait, restez. » »« Mais si l'on venait ?» La jeune fille secoua la tête. « Personne ne viendra, dit-elle. Soyez tranquille, voilà notre sauvegarde. » Et elle montra la forme du cadavre moulé par le drap. « Mais qu'est-il arrivé à monsieur d'Épinay ? Dites-moi, je vous en supplie, reprit Morel. Monsieur Franz est arrivé pour signer le contrat au moment où ma bonne grand-mère rendait le dernier soupir. »« Hélas, dit Morel, avec un sentiment de joie égoïste, car il songeait en lui-même que cette mort retardait indéfiniment le mariage de Valentine. »« Mais ce qui redouble ma douleur, continua la jeune fille, comme si ce sentiment eût dû recevoir à l'instant même sa punition, c'est que cette pauvre chère aïeule, en mourant, a ordonné qu'on terminât le mariage le plus tôt possible, elle aussi, mon Dieu. En croyant me protéger, elle aussi agissait contre moi. »« Écoutez, dit Morel. » Les deux jeunes gens firent silence. On entendit la porte qui s'ouvrit, et des pas firent craquer le parquet du corridor et les marches de l'escalier. « C'est mon père qui sort de son cabinet, dit Valentine, et qui reconduit le docteur, ajouta Morel. »« Comment savez-vous que c'est le docteur ? Demanda Valentine étonnée. »« Je présume, dit Morel. » Valentine regarda le jeune homme. Cependant, on entendit la porte de la rue se fermer. Monsieur de Villefort alla donner en outre un tour de clé à celle du jardin, puis il remonta l'escalier. Arrivé dans l'antichambre, il s'arrêta un instant, comme s'il hésitait s'il devait entrer chez lui ou dans la chambre de madame de Saint-Méran. Morel se jeta derrière une portière. Valentine ne fit pas un mouvement. On eût dit qu'une suprême douleur la plaçait au-dessus des craintes ordinaires. Monsieur de Villefort rentra chez lui. « Maintenant, dit Valentine, vous ne pouvez plus sortir ni par la porte du jardin, ni par celle de la rue. » Morel regarda la jeune fille avec étonnement. « Maintenant, dit-elle, il n'y a plus qu'une issue permise et sûre, c'est celle de l'appartement de mon grand-père. » Elle se leva. « Venez, dit-elle. »« Où cela ? Demanda Maximilien. »« Chez mon grand-père. »« Moi, chez monsieur Noirtier. »« Oui. »« Y songez-vous, Valentine ? » ?»« J'y songe, et depuis longtemps. Je n'ai plus que cet ami au monde, et nous avons tous deux besoin de lui. Venez. »« Prenez garde, Valentine, dit Morel.
hésitant à faire ce que lui ordonnait la jeune fille. « Prenez garde, le bandeau est tombé de mes yeux. En venant ici, j'ai accompli un acte de démence. Avez-vous bien vous-même toute votre raison, cher ami ?»« Oui, dit Valentine, et je n'ai qu'un scrupule au monde, c'est de laisser seuls les restes de ma pauvre grand-mère que je me suis chargé de garder. »« Valentine, dit Morel, la mort est sacrée par elle-même. »« Oui, répondit la jeune fille, d'ailleurs ce sera court, venez. » Valentine traversa le corridor et descendit un petit escalier qui conduisait chez Noirtier. Morel la suivait sur la pointe du pied. Arrivés sur le palier de l'appartement, ils trouvèrent le vieux domestique. « Barrois, dit Valentine, fermez la porte et ne laissez entrer personne. » Elle passa la première. Noirtier, encore dans son fauteuil, attentif au moindre bruit, instruit par son vieux serviteur de tout ce qui se passait, fixait des regards avides sur l'entrée de la chambre. Il vit Valentine et son œil brilla. Il y avait dans la démarche et dans l'attitude de la jeune fille quelque chose de grave et de solennel qui frappa le vieillard. Aussi, de brillant qu'il était, son œil devint-il interrogateur. « Cher père, dit-elle d'une voix brève, écoute-moi bien. Tu sais que bonne maman Saint-Méran est morte il y a 1 heure et que maintenant, excepté toi, je n'ai plus personne qui m'aime au monde. » Une expression de tendresse infinie passa dans les yeux du vieillard. « C'est donc à toi seul, n'est-ce pas, que je dois confier mes chagrins ou mes espérances ?» Le paralytique fit signe que oui. Valentine prit Maximilien par la main. « Alors, lui dit-elle, regarde bien monsieur. » Le vieillard fixa son œil scrutateur et légèrement étonné sur Morel. « C'est monsieur Maximilien Morel, dit-elle, le fils de cet honnête négociant de Marseille dont tu as sans doute entendu parler. »« Oui, fit le vieillard, c'est un nom irréprochable que Maximilien est en train de rendre glorieux, car, à 30 ans, il est capitaine de Spahis, officier de la Légion d'honneur. » Le vieillard fit signe qu'il se le rappelait. « Eh bien, bon papa, dit Valentine, en se mettant à genoux devant le vieillard et en montrant Maximilien d'une main, je l'aime et je ne serai qu'à lui. Si l'on me force d'en épouser un autre, je me laisserai mourir ou je me tuerai. » Les yeux du paralytique exprimaient tout un monde de pensées tumultueuses. « Tu aimes monsieur Maximilien Morel, n'est-ce pas, bon papa ?» demanda la jeune fille. « Oui, fit le vieillard immobile. »« Et tu peux bien nous protéger, nous qui sommes aussi tes enfants, contre la volonté de mon père. » Noirtier attacha son regard intelligent sur Morel, comme pour lui dire « C'est selon. » Maximilien comprit. « Mademoiselle, dit-il, vous avez un devoir sacré à remplir dans la chambre de votre aïeul. Voulez-vous me permettre d'avoir l'honneur de causer un instant avec monsieur Noirtier ?»« Oui, oui, c'est cela, » fit l'œil du vieillard. Puis il regarda Valentine avec inquiétude. « Comment il fera pour te comprendre, veux-tu dire, bon père ?»« Oui. »« Oh, sois tranquille, nous avons si souvent parlé de toi qu'il sait bien comment je te parle. » Puis, se tournant vers Maximilien avec un adorable sourire, quoique ce sourire fût voilé par une profonde tristesse, « Il sait tout ce que je sais, dit-elle. » Valentine se releva, approcha un siège pour Morel, recommanda à Barrois de ne laisser entrer personne, et après avoir embrassé tendrement son grand-père et dit adieu tristement à Morel, elle partit. Alors Morel, pour prouver à Noirtier qu'il avait la confiance de Valentine et connaissait tous leurs secrets, prit le dictionnaire, la plume et le papier et plaça le tout sur une table où il y avait une lampe. « Mais d'abord, dit Morel, permettez-moi, monsieur, de vous raconter qui je suis, comment j'aime mademoiselle Valentine et quels sont mes desseins à son égard. »« J'écoute, fit Noirtier. » C'était un spectacle assez imposant que ce vieillard, inutile fardeau en apparence, et qui était devenu le seul protecteur, le seul appui, le seul juge de 2 amants jeunes, beaux, forts, y entrant dans la vie. Sa figure, empreinte d'une noblesse et d'une austérité remarquables, imposait à Morel qui commença son récit en tremblant. Il raconta alors comment il avait connu, comment il avait aimé Valentine, et comment Valentine, dans son isolement et son malheur, avait accueilli l'offre de son dévouement. Il lui dit quelle était sa naissance, sa position, sa fortune, et plus d'une fois, lorsqu'il interrogea le regard du paralytique, ce regard lui répondit « C'est bien, continuez. » Maintenant, dit Morel, quand il eut fini cette première partie de son récit, « Maintenant que je vous ai dit, monsieur, mon amour et mes espérances, dois-je vous dire nos projets ?»« Oui, fit le vieillard. »« Eh bien, voilà ce que nous avions résolu. » Et alors, il raconta tout à Noirtier, comment un cabriolet attendait dans l'enclos, comment il comptait enlever Valentine, la conduire chez sa sœur, l'épouser, et dans une respectueuse attente, espérer le pardon de monsieur de Villefort. « Non, dit Noirtier. »« Non, reprit Morel, ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Non. Ainsi ce projet n'a point votre assentiment. Non. » « Eh bien, il y a un autre moyen, dit Morel. » Le regard interrogateur du vieillard demanda lequel. « J'irai, continua Maximilien, j'irai trouver monsieur Franz d'Épinay.
Je suis heureux de pouvoir vous dire cela en l'absence de mademoiselle de Villefort, et je me conduirai avec lui de manière à le forcer d'être un galant homme. » Le regard de Noirtier continua d'interroger. « Ce que je ferai ? Oui. Me voici. Je l'irai trouver, comme je vous le disais, je lui raconterai les liens qui m'unissent à mademoiselle Valentine. Si c'est un homme délicat, il prouvera sa délicatesse en renonçant de lui-même à la main de sa fiancée. Et mon amitié et mon dévouement lui sont de cette heure acquis jusqu'à la mort. S'il refuse, soit que l'intérêt le pousse, soit qu'un ridicule orgueil le fasse persister, après lui avoir prouvé qu'il contraindrait ma femme, que Valentine m'aime, et ne peut aimer un autre que moi, je me battrai avec lui en lui donnant tous les avantages, et je le tuerai ou il me tuera. Si je le tue, il n'épousera pas Valentine. S'il me tue, je serai bien sûr que Valentine ne l'épousera pas. » Noirtier considérait avec un plaisir indicible cette noble et sincère physionomie sur laquelle se peignaient tous les sentiments que sa langue exprimait, en y ajoutant par l'expression d'un beau visage tout ce que la couleur ajoute à un dessin solide et vrai. Cependant, lorsque Morel eut fini de parler, Noirtier ferma les yeux à plusieurs reprises, ce qui était, on le sait, sa manière de dire non. « Non, dit Morel, alors vous désapprouvez ce second projet comme vous avez déjà désapprouvé le premier ? » ?»« Oui, je le désapprouve, fit le vieillard. »« Mais que faire alors, monsieur ? » demanda Morel. Les dernières paroles de madame de Saint-Méran ont été pour que le mariage de sa petite-fille ne se fît point attendre. Dois-je laisser les choses s'accomplir ? Noirtier resta immobile. « Oui, je comprends, dit Morel, je dois attendre. Oui. Mais tout délai nous perdra, monsieur, reprit le jeune homme. Seule Valentine est sans force, et on la contraindra comme un enfant. Entrez ici miraculeusement pour savoir ce qui s'y passe, admis miraculeusement devant vous, je ne puis raisonnablement espérer que ces bonnes chances se renouvellent. Croyez-moi, il n'y a que l'un ou l'autre des deux partis que je vous propose. Pardonnez cette vanité à ma jeunesse, qui soit le bon. Dites-moi celui des deux que vous préférez. Autorisez-vous mademoiselle Valentine à se confier à mon honneur ? Non. Préférez-vous que j'aille trouver monsieur d'Épinay ? Non. Mais mon Dieu, de qui nous viendra le secours que nous attendons du ciel ? Le vieillard sourit des yeux, comme il avait l'habitude de sourire quand on lui parlait du ciel. Il était toujours resté un peu d'athéisme dans les idées du vieux jacobin. Du hasard, reprit Morel ? Non. De vous ? Oui. De vous ? Oui, répéta le vieillard. Vous comprenez bien ce que je vous demande, monsieur. Excusez mon insistance, car ma vie est dans votre réponse. Notre salut nous viendra de vous ? Oui. Vous en êtes sûr ? Oui. Vous en répondez ? Oui. Et il y avait dans le regard qui donnait cette affirmation une telle fermeté qu'il n'y avait pas moyen de douter de la volonté, sinon de la puissance. Oh, merci, monsieur, merci 100 fois. Mais comment, à moins qu'un miracle du Seigneur ne vous rende la parole, le geste, le mouvement, comment pourrez-vous, vous, enchaîné dans ce fauteuil, vous, muet et immobile, comment pourrez-vous vous opposer à ce mariage ? Un sourire éclaira le visage du vieillard, sourire étrange que celui des yeux sur un visage immobile. « Ainsi, je dois attendre ?» demanda le jeune homme. « Oui. Mais le contrat ?» Le même sourire reparut. « Voulez-vous donc me dire qu'il ne sera pas signé ?» ?»« Oui, dit Noirtier. »« Ainsi, le contrat ne sera pas même signé ?» s'écria Morel. « Oh, pardonnez, monsieur, à l'annonce d'un grand bonheur. Il est bien permis de douter. Le contrat ne sera pas signé. » « Non, dit le paralytique. » Malgré cette assurance, Morel hésitait à croire. Cette promesse d'un vieillard impotent était si étrange qu'au lieu de venir d'une force de volonté, elle pouvait émaner d'un affaiblissement des organes. N'était-il pas naturel que l'insensé qui ignore sa folie prétende réaliser des choses au-dessus de sa puissance ? Le faible parle des fardeaux qu'il soulève, le timide des géants qu'il affronte, le pauvre des trésors qu'il manie, le plus humble paysan au compte de son orgueil s'appelle Jupiter. Soit que Noirtier eût compris l'indécision du jeune homme, soit qu'il n'ajoutât pas complètement foi à la docilité qu'il avait montrée, il le regarda fixement. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda Morel, « que je vous renouvelle ma promesse de ne rien faire ?» Le regard de Noirtier demeura fixe et ferme, comme pour dire qu'une promesse ne lui suffisait pas. Puis il passa du visage à la main. « Voulez-vous que je jure, monsieur ? demanda Maximilien. « Oui, fit le paralytique avec la même solennité, je le veux. » Morel comprit que le vieillard attachait une grande importance à ce serment. Il étendit la main. « Sur mon honneur, dit-il, je vous jure d'attendre ce que vous aurez décidé pour agir contre monsieur d'Épinay. » Bien, fit des yeux le vieillard. « Maintenant, monsieur, demanda Morel, ordonnez-vous que je me retire ? Oui. Sans revoir mademoiselle Valentine ? Oui. Morel fit signe qu'il était prêt à obéir. Maintenant, continua Morel, permettez-vous, monsieur, que votre fils vous embrasse, comme l'a fait tout à l'heure votre fille ?
Il n'y avait pas à se tromper dans l'expression des yeux de Noirtier. Le jeune homme posa sur le front du vieillard ses lèvres, au même endroit où la jeune fille avait posé les siennes. Puis, il salua une seconde fois le vieillard et sortit. Sur le carré, il trouva le vieux serviteur, prévenu par Valentine. Celui-ci attendait Morel et le guida par les détours d'un corridor sombre qui conduisait à une petite porte donnant sur le jardin. Arrivé là, Morel gagna la grille. Par la charmille, il fut en un instant au haut du mur, et par son échelle, en une seconde, il fut dans l'enclos à la luzerne, où son cabriolet l'attendait toujours. Il y remonta, et brisé par tant d'émotions, mais le cœur plus libre, il rentra vers minuit rue Meslay, se jeta sur son lit et dormit comme s'il eût été plongé dans une profonde ivresse.